Nous sommes quelque temps avant la Révolution française, et il est difficile de voir la possibilité d'un État belge émerger, bien que l'appellation de Belge existe. Chacune des principautés disposant d'une très vaste autonomie, avec sa propre noblesse, sa propre juridiction, ou encore sa propre fiscalité. De plus, les différences linguistiques étaient alors bien plus grandes. C'est ainsi que, même dans le domaine roman par exemple, on pouvait retrouver d'importantes différences avec du wallon, du lorrain ou du picard. Le spectre des Lumières qui hante l'Europe ne va cependant pas tarder à faire effet. Joseph II, empereur d'Autriche, va amorcer d'importantes réformes dans la région, essentiellement d'un point de vue religieux. En effet, il souhaite, en bon souverain éclairé, réformer les États de Belgique, comme en centralisant ou en réformant la justice. Et cela passe aussi, et surtout à cette période, par les affaires religieuses, craignant notamment l'influence du Vatican. Ces réformes sont alors très impopulaires, beaucoup décidant à ce moment de se rassembler sous les couleurs du Brabant. Ils ne veulent pas d'une ingérence étrangère, l'immense majorité de la population étant grandement influencée par l'Église, et même les personnes susceptibles de soutenir ces réformes étant très critiques à leur égard. La situation finira donc par éclater en 1789, le contrôle de l'Autriche sur ses provinces étant fragile. C'est la révolution brabançonne. Ainsi naîtra les États-Unis de Belgique, avec une inspiration, sans grande surprise, venue tout droit de la révolution américaine. Cet événement n'est pour autant pas si surprenant, s'inscrivant aussi dans un contexte de bouleversement majeur en Europe, se déroulant simultanément que le début de la Révolution française. Sans grande surprise, la Révolution brabançonne sera matée par les forces autrichiennes, mais aura malgré tout laissé une expérience d'un État belge indépendant. En même temps que cet événement, se sera aussi d'ailleurs déroulée une autre révolution en Belgique, cette fois-ci dans la principauté de Liège, d'inspiration bien plus libérale, renversant le souverain local, la révolution étant elle aussi finalement matée par les forces autrichiennes. La suite des événements va cependant venir bouleverser d'autant plus la Belgique et l'Europe entière. Après la Révolution française et l'Empire, si la Belgique n'est plus qu'une entité géographique, découpée en départements et intégrée à l'Empire, elle prend peu à peu forme. La centralisation est forcée et la conquête française instaure donc une division administrative qui sera d'ailleurs plus ou moins conservée ultérieurement. Cette centralisation amorcée est essentielle en de nombreux points. Si la situation économique est ambiguë pendant la période de la domination française, avec notamment le blocus continental, un nouvel ordre juridique et économique émerge. Néanmoins, cette occupation française pose de nombreux problèmes. De très nombreux Belges se retrouvent enrôlés de force dans l'armée, et la situation économique contribue au mécontentement général. Un exemple de ce mécontentement pouvant être la révolte des paysans de 1798, avec pour motif la conscription et des lois anticatholiques. Révolte sans grande surprise, une énième fois matée. Après le congrès de Vienne, donc, le nouveau Royaume-Uni des Pays-Bas est partagé en deux entités très distinctes. Au nord, un État à majorité réformée, avec une certaine tolérance religieuse. Et au sud, un État assez fermement catholique, et dans une situation économique toujours assez tendue. Si peu de gens regrettent vraiment l'occupation française, celle des Provinces-Unies ne fait sans doute pas beaucoup plus de réjouis. Néanmoins, les raisons d'être mécontent du nouveau régime en place, en Belgique, sont nombreuses. Par exemple, la sous-représentation des députés belges dans l'Assemblée, alors qu'ils représentent plus de 60% de la population. La prévalence du Nord sur certains domaines, les Belges devant se soumettre aux institutions en plus de devoir contribuer à l'économie du Nord, et encore de nombreux autres, les Belges sont par exemple surreprésentés dans l'armée, alors que les officiers, eux, sont pour la plupart néerlandais. Ou encore le fait que la dette des Pays-Bas est bien supérieure et qu'elle est collective, les Belges devant donc payer en quelque sorte pour le Nord. À cela, il faut évidemment ajouter le rôle du roi de l'époque, Guillaume Ier, qui va prendre de multiples décisions qui envenimeront la situation. Il a cependant, et il faut le noter, un certain souci de la Belgique, et portera notamment attention à l'industrie en plein essor, particulièrement en Wallonie,
bien que cela profite avant tout à la grande bourgeoisie. C'est donc avec ce mécontentement que va se développer une pensée libérale. Si originellement anticléricale, cette dernière va peu à peu se transformer, principalement sous l'influence des événements en cours en France, critiquant désormais avant tout le régime de Guillaume Ier. Ainsi naîtra le mouvement unioniste, regroupant libéraux et catholiques dans une opposition commune. Face à la montée de ces libéraux belges, le roi tente d'affirmer son pouvoir, tandis que les Néerlandais deviennent de plus en plus hostiles aux mouvements libéraux du Sud. Le gouvernement va néanmoins tenter de prendre des mesures, voyant le temps tourner. De nouvelles lois sur la presse sont par exemple promulguées, et la liberté linguistique est rétablie, au même titre que d'autres propositions de loi sont retirées, comme concernant l'éducation. Cela a pour effet immédiat de calmer les ardeurs des libéraux du Sud. Et cela semble presque trop beau. Mais il s'agit aussi d'une démonstration de pouvoir pour les Belges, qui ont réussi à faire valoir certaines de leurs revendications. En 1830, l'Europe se porte très mal. La situation économique est tendue, alors que beaucoup peinent à subvenir à leurs besoins. En France, le roi Charles X est renversé et est remplacé par le roi bourgeois Louis-Philippe. Il n'est désormais plus question de roi de France, mais de roi des Français. Si cette révolution est à tendance libérale, elle inspire de nombreux autres mouvements à suivre en Europe dans leur lutte. Cette révolution trouve donc un écho tout particulier en Belgique, d'autant que la situation sociale est fragile, du fait des mauvaises récoltes, ainsi que du chômage accru dû à la mécanisation. Les temps qui suivirent la Révolution française furent donc tout logiquement troublés, avec divers actes de rébellion. L'événement le plus marquant, et qui va venir mettre le feu à la poudrière, étant probablement la représentation le 25 août 1830 de l'opéra La Muette de Portici, dans laquelle un engouement se crée après avoir chanté « Amour sacré de la patrie ». Il convient cependant de noter que la pièce est bien distincte, faisant ici référence au royaume de Naples et de sa lutte pour l'indépendance face à la Castille. Nombreux à l'époque, y voyant simplement un parallèle avec leur propre situation. La ville de Bruxelles s'embrase alors. Des bâtiments sont pillés, comme des armureries, et la situation semble explosive. Les services de l'ordre tirent. D'autres insurgés se dirigent vers l'hôtel du ministre de la Justice, qui est incendié et pillé. Le lendemain, le 26, les troubles s'accentuèrent, les insurgés s'attaquant au gouvernement et à des fabriques. Une garde bourgeoise se forme aussi, de sorte à maintenir l'ordre dans la ville. Et le 28 sera donc envoyée une délégation pour demander des concessions au roi. À Bruxelles, malgré les combats de rue parfois sanglants, ces derniers ont pris fin le 27, les Hollandais s'étant retirés. Des symboles apparaissent aussi. Si au départ les insurgés chantent la Marseillaise et utilisent des drapeaux français, ce n'est pas réellement par francophilie ou par volonté de rattachement à la France, que pour simplement faire valoir leur opposition et leur volonté de liberté sans même pour autant alors directement suggérer un État belge totalement indépendant. Le drapeau changera donc par la suite par les couleurs brabançonnes, rouge, jaune et noir, tandis qu'on continuera à chanter la Marseillaise. La Révolution reste malgré tout assez bruxelloise, le reste du pays semblant plus sceptique, rencontrant néanmoins un soutien notable des Liégeois. Tandis que l'armée loyaliste de près de 6000 hommes se dirigea vers le sud, au nord, Guillaume Ier reçut la délégation belge, qui refusa en bloc, le roi étant prêt à écraser la révolte sudiste. À Bruxelles, on érige alors des barricades, symbole de l'insurrection urbaine, en prévention des armées du Nord. Guillaume d'Orange, à la tête d'une des deux armées, décidera néanmoins finalement de plaider pour les Belges, ne voulant pas faire couler de sang. En septembre, la situation est déjà explosive. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre, il n'est pas tellement question d'indépendance. On parle alors plus de séparation. L'armée du prince Frédéric entra donc dans Bruxelles, mais se heurta à une très forte résistance de volontaires et de corps francs. De plus, la population bruxelloise a eu le temps de construire des aménagements, comme avec des barricades et des passages. Le 24 septembre, à l'hôtel de ville, certains dirigeants politiques comprennent la situation et décidèrent de fonder une commission administrative, composée essentiellement de bourgeois.
Les jours qui suivirent furent une démonstration de l'impossibilité pour les forces armées du Royaume-Uni des Pays-Bas de reprendre la ville. La jeune commission administrative se transformant par la même occasion en gouvernement provisoire de Belgique le 27 septembre, avec le soulèvement d'autres provinces comme Anvers ou Gand. Ce gouvernement, bien que composé essentiellement de bourgeois, a pour but de représenter les différents bords en Belgique. Ainsi, on retrouve des catholiques comme des libéraux, dans l'esprit du mouvement unioniste. Finalement, le 29 septembre, le gouvernement du Royaume-Uni des Pays-Bas se décidera à accepter la séparation administrative. Cependant, il était déjà trop tard. Trop de sang avait coulé. Des négociations eurent alors lieu à Anvers, le roi Guillaume Ier tentant tant bien que mal de faire valoir sa souveraineté sur la Belgique. Néanmoins, parmi les meneurs, un scepticisme est présent. Nul ne sait vraiment de ce qu'il va advenir de l'économie belge, par exemple. Cette dernière qui est des plus importantes d'Europe. Nul ne sait aussi si le nouveau pays sera reconnu par tous. Les craintes sont donc nombreuses. Mais au fur et à mesure que les négociations avancent, la situation s'empire pour Guillaume Ier et son armée. Peu à peu, presque la Belgique entière tombe aux mains des insurgés, tandis que l'armée du Nord n'existe plus. En octobre, on proclame officiellement l'indépendance. En novembre, c'est fini. On tente de faire un cessez-le-feu, on ratifie l'indépendance, et on définit le régime du pays, devenant donc une monarchie. Si le refus de choisir un membre de la dynastie d'Orange-Nassau semble maintenant assez clair, il faut trouver un souverain apte à gouverner. Il reste cependant à statuer pour les grandes puissances européennes du sort du nouveau pays. Si la France est originellement le seul pays en faveur de cette insurrection, la Prusse, l'Autriche et la Russie y étant opposées, aussi beaucoup par peur de l'influence française, le Royaume-Uni finira par accepter l'indépendance, souhaitant néanmoins un État neutre. Il faut dire que les troubles qui se déroulaient en même temps en Europe rendaient difficile toute intervention étrangère. La Russie était par exemple occupée à cette période à mater une révolte en Pologne. Nonobstant, le choix du monarque se porta donc tout d'abord à une faible majorité sur Louis d'Orléans, qui, comme son nom le laisse penser, est le fils du roi des Français. Mais Louis-Philippe refusera, au motif de s'attirer les foudres des autres nations européennes et de potentiellement mettre à mal son économie, son industrie étant alors bien moins développée en comparaison que la Belgique, et en particulier la Wallonie. Puis le Royaume-Uni n'aurait aussi sans doute jamais laissé passer cette proposition. C'est finalement le roi Léopold de Saxe-Cobourg, d'origine anglo-allemande, qui accédera au trône, devenant ainsi par la même occasion Léopold Ier. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, il n'est pas catholique, et on ne peut pas dire qu'il parle vraiment les parlers locaux. De plus, Léopold Ier n'est pas roi de Belgique, mais roi des Belges, le parallèle avec le cas de Louis-Philippe étant assez simple à faire. Pour autant, ce statut est plus qu'honorifique. Le roi n'est ici pas lié à des sujets, mais directement à ses citoyens. Et comme toute monarchie constitutionnelle, il se doit, en bon souverain, de respecter la Constitution, jurant de rester fidèle à cette dernière. Si beaucoup commencent alors à reconnaître l'indépendance, Guillaume Ier s'obstine et lancera quelque temps plus tard son armée à l'assaut. Il s'agit d'une armée moyennement professionnelle, ayant dû remplir les trous, avec la perte de nombreux soldats belges. Pour autant, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit mieux formé au sud. Si cet épisode de la campagne des 10 jours, qui se déroule en août 1831, semble être une victoire néerlandaise, ces derniers doivent finalement évacuer leurs troupes, suite à l'intervention française. Les hostilités continuent néanmoins jusqu'au siège de la forteresse d'Anvers, les Néerlandais finissant par se rendre, la jeune Belgique ayant reçu l'aide de la France. En 1830, la Belgique est donc définitivement indépendante sur le papier, mais c'est seulement en 1832 que les hostilités prendront fin, et en 1839 que les Pays-Bas reconnaîtront enfin l'indépendance, avec un traité très largement en défaveur de la nouvelle monarchie. En somme, cette révolution et sa réussite résultent tout de même d'un bon nombre de concours de circonstances, presque personne à l'époque n'envisageant alors un tel scénario. Les conséquences d'un tel événement, bien que pouvant paraître mineures, sont pourtant très nombreuses. Comme dit auparavant,
La Belgique d'alors était un des pays les plus avancés d'Europe sur le plan industriel, et jouait donc un rôle économique très important. Néanmoins, la Révolution ne fait pas que des heureux. En Flandre, l'industrie textile s'effondre, et la fréquentation des ports diminue, comparativement à ceux néerlandais, comme Rotterdam. Cette fragilité économique ne tarde évidemment pas à causer des troubles dans la région, menant à une politique de répression de la part du gouvernement. Naîtra donc aussi le mouvement orangiste, composé ici essentiellement de l'élite économique et partisane d'un rattachement avec les Pays-Bas. Sur le plan social, le pays évolue aussi, étant probablement l'une des nations les plus avancées à ce sujet. Cependant, le temps n'est pas propice aux réformes, les caisses de l'État étant alors à vide. La liberté de la presse ou les droits des ouvriers y étaient par exemple plus grands que dans de nombreux autres pays, de même que l'éducation qui évolua grandement pendant cette période, aussi grâce à la liberté d'enseignement, ce qui fit qu'on se retrouva avec bon nombre d'écoles catholiques dans le primaire et le secondaire, héritage d'ailleurs encore bien présent en Belgique contemporaine, l'enseignement y étant encore subsidié. Liberté qui, sans surprise, fera couler beaucoup d'encre, notamment parmi les libéraux, qui n'apprécient pas beaucoup l'influence de l'Église dans le milieu éducatif. La Wallonie occupe donc une place primaire dans la formation du nouvel État, et le français est désigné comme langue officielle, ce qui, en plus de la situation économique, n'arrange pas tellement la cohésion nationale. Les interprétations de cette révolution sont nombreuses. D'une part, on peut y voir une révolution nationale, un soulèvement du peuple belge, toujours opprimé sous le joug d'une puissance étrangère. Une autre interprétation, elle, est presque exclusivement économique, et l'explique par le soulèvement de la classe prolétarienne, ou une interprétation plus francophone donne par exemple une place plus importante à la Wallonie ou à Bruxelles dans ces événements. Néanmoins, il est intéressant un peu de s'attarder sur les causes plus profondes de cette révolution. En effet, si cette insurrection peut sembler bourgeoise, d'apparence, la ville de Bruxelles y ayant sans conteste joué un rôle capital, la population qui a été la première à s'insurger était en bonne partie des gens dans des conditions très précaires. Ainsi, on retrouve de nombreuses personnes des quartiers populaires, avec de nombreux journaliers et ouvriers, des gens qui, la plupart du temps, vivaient dans des conditions déplorables et étaient touchés de plein fouet par la situation économique difficile. Malgré cela, ce fut avant tout une révolution prolétaire et de petits bourgeois, les grands bourgeois ayant alors plus intérêt dans le Royaume-Uni des Pays-Bas, particulièrement en Flandre. Mais les véritables gagnants restent néanmoins les petits bourgeois, le nouveau système politique en place restreignant largement le suffrage, et la barre étant extrêmement haute pour accéder à un poste comme sénateur. De manière assez étonnante, les symboles de la Belgique moderne ne datent pas forcément de cette période. La Brabançonne, le célèbre hymne belge, datant véritablement de 1860. La fête nationale n'est aussi, contrairement à une bonne partie des pays, pas le jour de l'indépendance, mais celui du serment du roi Léopold Ier. La Révolution belge n'en reste pas moins un événement commémoré en Belgique, et qui aurait été d'une grande importance dans l'histoire du XIXe siècle en Europe. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et à vous abonner pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes.